Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Smart Sport. Il est seul, mais il a tellement de talent qu'il va y arriver. Sommaire de cette édition. Au sommaire, McDonald's qui devient le nouveau grand sponsor de la Ligue 1. Aya Nakamura chantera-t-elle pas pour les JO? Ensuite, bien entendu, les sportifs les plus riches du monde. Qui sont-ils? Rassurez-vous, il n'y a aucun Français. Et enfin, on recevra le seul tennisman français qui a tout gagné. Roland Garros, Flushing Meadows. Oui, il y en a. Les Jeux Olympiques. Il y a les Jeux Olympiques, il y en a un, mais personne. Mais qui? Michael Jérémias, bien entendu. Voilà, tout de suite, place à l'émission. La Ligue 1 a un nouveau Neymar. Fini Uber Eats dès la saison prochaine et pour les deux suivantes, notre championnat de première division sera probablement aux couleurs de McDonald's. Quel est l'objectif, Franck, de cette démarche de McDonald's ? Pour McDonald's, évidemment, déjà, c'est de remplacer un concurrent quand même, parce que Uber Eats, qu'on le veuille ou non, ça fait partie quand même, dans ce monde-là, de la distribution à domicile, la distribution de nourriture à domicile. C'est quand même un concurrent, et en fait, eux, ils se disent, on est quand même la grande marque qui domine partout dans le monde, donc on doit absolument être à la tête de la Ligue 1. Je trouve ça plutôt normal, en termes de compétition. Mais ils y vont aussi, pas n'importe comment, ils y vont en explosant le budget. 16 millions versus 30. 30 millions, 16 millions. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a plus de match. En fait, ils ont tué le game, comme on dit. Donc c'est vrai que d'un point de vue de l'image, puisque McDo, aujourd'hui, a de plus en plus de concurrents, on oublie, mais le kebab du coin, les sandwichs livrés à domicile et autres, tout ça, c'est de la concurrence pour McDo depuis des années. Et ils voient en plus Burger King qui monte, etc. Donc ils doivent, on va dire, retrouver quelque part un positionnement de leader en étant sur le sport roi, ce qui est complètement logique. Donc moi je trouve que cet investissement, en plus c'est un naming, donc on dira à chaque fois Ligue 1 McDonald's. Donc vous imaginez le nombre de fois on parle de la Ligue 1. Donc pour moi c'est un très très bon investissement pour McDo. Je trouve qu'ils ont raison d'aller dans cette stratégie. Maintenant, il y a un risque. Le risque, c'est pour le PSG pendant quelques mois. Pourquoi? Parce que s'il garde Mbappé ne pourra plus jouer. Pourquoi? Rappelez-vous que Mbappé a fait quand même une menace auprès de la Fédération française de football pour qu'on retire toutes les marques associées à la malbouffe. Ce que je peux, moi, comprendre en tant que citoyen, je trouve que la démarche de Mbappé était très forte. Mais alors, si demain, la Ligue 1 s'appelle Ligue 1 McDo, que vont faire Mbappé et toutes celles et ceux qui jouent au foot et qui estiment que la malbouffe n'a rien à voir dans le sport? Là, il y a un vrai sujet. Donc, ok, c'est super pour McDo, c'est super pour la Ligue 1, 30 millions. Maintenant, est-ce que c'est bien pour le public? Est-ce que c'est bien pour les jeunes? Est-ce que c'est bien pour manger 5 fruits et légumes par jour? Ou pour les 30 minutes de sport par jour? Quand on sait que, et même si on aime tous McDo participe à la malbouffe. Et donc, le encore une fois, contre l'obésité des jeunes. Bien sûr, donc moi j'attends de voir ce que McDo va faire pour d'abord, encore une fois, continuer à alléger ses menus, etc. Et faire en sorte qu'il milite pour que les jeunes fassent de plus en plus de sport, de plus en plus de football, et qu'on aille dans le bon sens. Sinon, vous allez voir qu'on va arriver avec un vrai problème avec des associations. Et d'ailleurs, je serais pas loin d'eux, peut-être pour militer, parce que je trouve ça un peu énorme quand même. Voilà pour le feuilleton de la Ligue 1, avec possiblement un nouveau Neymar. Quiz musique, Franck, qui chante Pouki, Jaja, Copine et Jolie Nana? Aya Nakamura. Exactement. Yes. La chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde depuis Edith Piaf est pressentie pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Depuis que cette rumeur plane, la chanteuse subit de multiples attaques de l'extrême droite, comme vous pouvez le lire. Aya Nakamura a riposté. Voilà sa réponse à ce collectif identitaire d'extrême droite. Vous pouvez être raciste, mais pas sourd. Je vous laisse lire la suite. Et les Français, qu'en pensent-ils? Ils ont été sondés. Une majorité, 63%, se disent opposés au choix d'Emmanuel Macron de faire chanter du Edith Piaf par Aya Nakamura. Pour commenter ce chiffre et cette diatribe raciste, Pauline Descambiers est avec nous. Bonjour. Bonjour Pierre. Pauline est une grande championne de basket et nous avions envie, on a entendu les politiques, on a entendu les artistes, mais on avait envie d'entendre les championnes. Que pensez-vous à la fois de ce chiffre et à la fois de cette attaque absolument pestilentielle? Bon, alors pour l'attaque de l'extrême droite, ils sont toujours fidèles à eux-mêmes, donc je vais dire que j'ai toujours balayé ce genre d'individus. Par contre, dans les 63%, je dirais qu'il y a quand même une part, pour moi, de jalousie, une grande part de jalousie, parce que, et puis
de la bêtise, parce que il faut reconnaître que Aya Nakamura, c'est quand même la plus grande chanteuse française aujourd'hui. Elle est, je dirais, elle touche la francophonie aussi, c'est une artiste francophone. Si je fais le parallèle avec Édith Piaf, parce que je trouve que c'est les mêmes, c'est deux personnes qui viennent des quartiers populaires, qui ont toutes les deux amené l'argot. Un argot à une époque d'Édith Piaf, c'était aussi quelque chose de nouveau. Toutes les deux, elles sont issues de l'immigration. Il ne faut pas oublier qu'Édith Piaf, sa maman, je crois que sa grand-mère était marocaine, avec du sang italien. Donc c'est un peu, moi je fais le parallèle de deux grandes artistes. Et puis surtout, symboliquement, je trouve personnellement qu'il faut pointer du doigt que c'est bien qu'une jeunesse s'approprie la musique notre patrimoine, qui est une musique d'une artiste qui fait partie du patrimoine français, qu'on veut valoriser lors d'un grand événement international et qui va certainement rassembler, finalement, être un trait d'union entre deux générations, la génération d'Édith Piaf et permettre à une nouvelle génération de se réapproprier les classiques d'une grande artiste et de la découvrir, et puis que le monde entier redécouvre aussi cette icône française. Et puis, il ne faut pas oublier que les Jeux Olympiques, c'est les Jeux de l'avenir de notre jeunesse. Et qu'il ne faut pas oublier. Donc, pour moi, Aya Nakamura, elle a toute sa place aux côtés d'autres artistes, certainement. Et puis, de ce que j'ai lu, en plus, je ne veux pas aller en contradiction, mais il y a tellement de choses qui s'écrivent. Quand Aya Nakamura a été convoquée en secret pour rencontrer le chef d'État Emmanuel Macron, de ce que j'ai compris, il lui aurait demandé ce qu'elle aimerait chanter, et c'est elle qui aurait fait le choix, en plus d'Édith Piaf. Donc on ne s'attend pas à ça. Effectivement, de la part de nos jeunes qui puissent connaître des classiques, mais on l'a déjà connu. Mais moi, je pense qu'il y a le cumul de mandales avec Aya Nakamura. Femme, aussi. Jeune, noire, qui réussit. C'est trop pour certains en France aujourd'hui. Ce chiffre est effrayant, mais il l'a toujours été finalement. La jalousie, c'est quand même le seul sport mondial où il n'y a qu'un seul participant, c'est la France, depuis toujours. Parce que personne ne peut s'opposer à nous, ni au JO, ni au championnat du monde, au championnat d'Europe, encore moins. On est les champions du monde des jaloux. Donc plus que du racisme, parce que c'est de la bêtise pure, il y a quand même quelque chose qui est un vice, cette jalousie. C'est dans notre ADN. Il faut vivre avec ça. On a, Dieu merci, d'autres valeurs et d'autres qualités, mais on a ce gros caillou, ce gros rocher dans notre chaussure. En même temps, moi, qui ai évolué aux États-Unis dans les années 80, j'ai l'impression, avec 20 ans de retard, je me souviens, moi j'étais une des premières joueuses noires en équipe de France de basket, à la même génération qu'Yannick Noah. Il n'y avait pas les réseaux sociaux pour amplifier les commentaires qu'on a pu... mais ça a été difficile de mettre deux noirs icônes de leur sport, ou légendes de leur sport à cette époque. On mettait souvent blonde aux yeux bleus, voilà. Donc ça a toujours été voilà. Et aujourd'hui, moi je dis les noirs parce que black c'est anglophone, sinon je dis white, autant parler anglophone, et on nous le reproche souvent, pas d'anglicisme dans la langue française, donc disons les choses en français. Donc là, il y a Nakamura, c'est peau foncée en plus, c'est pas métisse. Là, alors là, oulala, et puis elle vient d'avoir son comment dirais-je, elle vient d'être naturalisée il n'y a pas si longtemps, en 2021. Donc une noire qui, en plus, vient des quartiers du rap, c'est la chanson populaire française qui fait passer de beaux messages. Parfois, c'est pas que des messages de violence ou musique urbaine, ce qu'on appelle aujourd'hui musique urbaine, tout à fait, et qui touche toute une jeunesse, c'est leur culture, et c'est aussi la nôtre. Et surtout, on redécouvre. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors que si on avait pris juste une chanteuse qui ressemble à Édith Piaf, il y a le sosie vocal, Édith Piaf, qui monte sur scène pour chanter ça. Pour moi, il n'y a aucune émotion. Pour Aya Nakamura, justement, cette espèce de... Non pas un choc de culture, mais on va dire une petite provocation positive de la culture. Et seule la culture peut briser toutes les barrières, on le voit aujourd'hui. Mais s'opposer à cela à 63%, ça montre à quel point le contexte actuel est terrible, disons-le. Parce que 63%, c'est un chiffre énorme. Des 63%, quand on voit ce qu'ils proposent comme artistes, j'ai dit ok, Mylène Farmer, bien sûr, Vianney, ok, Michel Sardou, oui, mais ça c'est le côté très, je dirais, conservateur et qui touche pas. Mais quelle modernité avec Michel Sardou. Voilà, même Jean-Jacques Goldman, je crois que c'est Jean-Jacques Goldman qui est publicité, mais le message qu'on envoie en 2024 au monde, c'est pas Jean-Jacques. On a les yeux dans le rétroviseur, maman. Mais même Jean-Jacques Goldman, je suis persuadé qu'il est contre. Si on
demandé à Chacha Goldman, lui, il met Aya Nakamura en 1 de très loin. Et en 2, il mettrait d'autres artistes un peu du même style. Et moi, ce qui me choque, c'est de se dire qu'en fait, finalement, on se plaint, parce que la France adore se plaindre, mais là, on a pour une fois, non pas une démonstration de modernité, mais juste d'actualité pour moi. C'est pas de la modernité, on est dans l'air du temps. Et de se dire que ces Jeux Olympiques doivent être dans l'air du temps, bon, avec... même s'il y a des choses de fond qui me gênent dans l'affiche, je trouve que la forme, elle est sublime. Moi, je suis vraiment, en tant que créatif, j'adore le dessin, cette vision incroyable, ce projet des Jeux Olympiques où la ville se transforme en stade, c'est fabuleux. Aya Nakamura qui chante du Edith Piaf, c'est fabuleux. Et on est toujours là à se plaindre. C'est quand même incroyable. Diversité, quoi, en fait, c'est notre diversité. Dingue. Oui, bien sûr, on est un peuple mosaïque et elle le représente très bien. Mais parfaitement. Et donc c'est étonnant. Mais bon, encore une fois, moi, je fais attention avec les chiffres. Bon, encore une fois, je dis tout ce qui est extrême droite, bon, ceux-là, ils sont fidèles à eux-mêmes, donc voilà. Et avec leurs conneries. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une loi qui interdit des propos discriminatoires et racistes, donc j'espère que ce sera appliqué. Mais sur les autres, je pense que c'est de la jalousie beaucoup de... Mais en tant que communicant, je lui conseillerais quelque chose. Oui. De vite faire une nouvelle version. C'est « Il y a moyen, Jojo ». Merci Pauline et Combi. Avec plaisir. À très vite sur notre antenne. Merci beaucoup. Merci. C'est pas bon. Direction maintenant Londres où nous retrouvons Mickaël Jérémiaz. Le champion paralympique de tennis a besoin de nous, il a besoin de vous. Bonjour Mickaël, c'est le moment de nous dire combien et pourquoi. Combien, pourquoi, direct. En fait, les gens ne le savent peut-être pas, mais parmi mes nombreuses casquettes, je suis producteur depuis quelques années. J'ai créé une boîte de production qui s'appelle Les Gros Films, avec un ami à moi, réalisateur Philippe Fontana, qui a comme objectif de faire des films, des documentaires à impact, et qui parlent de populations souvent discriminées, dont on parle peu, pas ou mal. Et on s'est intéressé au pouvoir du sport, au pouvoir politique et social du sport, et donc on a produit le documentaire We Are People il y a quelques années, qui a raconté comment le sport a permis aux personnes handicapées d'être citoyens à part entière. Et là, on se lance dans une nouvelle aventure, le documentaire Let Me Run, qui va raconter comment le sport est un outil puissant d'émancipation pour les femmes depuis la nuit des temps. Donc c'est un sujet évidemment important. Et pour financer un film, il y a évidemment le diffuseur, donc ce sera Canal+, il y a des partenaires privés, des fondations, mais on veut que ce soit aussi un film populaire citoyen, donc on a lancé une grande campagne de crowdfunding qui a commencé le 1er mars et qui terminera le 19 avril. Et on propose de découvrir dans le détail le projet, les personnes qu'on va aller rencontrer dans le monde entier, et puis de prendre des contreparties, c'est-à-dire de cofinancer le film à partir de 5 €. Et vous avez des contreparties incroyables, vous allez pouvoir aller à des concerts pour avoir des tenues pour faire du sport avec des collaborations sympas, vous allez pouvoir avoir des avant-premières avec nous, vous allez pouvoir faire plein de choses, et en plus, chaque semaine, avec des partenaires qui s'engagent, des partenaires privés, on vous offre des contreparties extraordinaires. Et là, cette semaine, par exemple, on va pouvoir vous faire gagner, en plus de ces contreparties, une place pour les Jeux Olympiques et pour les Jeux Paralympiques de sport féminin, aussi participer au Tour de France féminin, bref, plein de cadeaux à gagner. Donc ce sont des actions utiles, c'est des engagements forts de votre part. Mais on ne vous demande pas juste de faire un don, c'est aussi de vous faire plaisir. Et en vous faisant plaisir, vous allez nous aider à faire un film citoyen et engagé. Bravo. Voilà pitch. Bravo pour cette production participative. Et de faire participer le futur public qui est aussi concerné par ce genre de message très important. Le tournage, à proprement dit, commencerait quand ? Le tournage va commencer à peu près au mois de mai. Ouais. Là, l'idée, c'est qu'on veut financer à peu près 80% du film. On terminera de financer le film dans les mois qui viendront. Et on commencerait en mai, on terminerait vers le mois de septembre. Ça ne vous a pas échappé, mais il y a un petit événement sportif cet été dans lequel moi, en tant que chef de mission aux Jeux Paralympiques, je risque d'être vachement pris. Donc, on aura besoin d'un peu plus de temps. Et ensuite, on passe en montage d'octobre à février-mars, puis en post-prod. Et le film devrait être diffusé à partir du début du deuxième trimestre 2025. Quel est le budget total du film ? Un budget comme celui-là représente à peu près 700 000 €. Et aujourd'hui, nous, on aimerait essayer d'atteindre 150 à 200 000 € de financement participatif pour faire ce film-là. Et après, en toute transparence, nous avons évidemment, encore une fois, des soutiens publics. On demande à l'Agence nationale du sport, par exemple, de nous soutenir, qui est très engagée, qui a un fonds audiovisuel sur ces, justement, d'engagement de soutien à la production pour des films sur le sport féminin et sur le sport handicap. On va demander un soutien à d'autres financements publics. Et puis après, des entreprises, des partenaires avec qui moi je travaille, des partenaires, que ce soit mon équipementier sportif, que ce soit des entreprises privées. Je ne sais pas si j'ai le droit de les citer. Allez-y, vous avez tous les droits. On a Lacoste qui a été le premier partenaire à s'engager. Alors on le voit sur vos t-shirts déjà.
Ils font aussi mes t-shirts, voilà, que je cache discrètement. Vous avez Disney, vous avez la FDJ cette semaine qui s'engage à nos côtés avec des contreparties incroyables à gagner. Vous avez Allianz qui vient nous rejoindre dans l'aventure. Des partenaires du COJO, pour la plupart d'entre eux, EDF qui viennent nous rejoindre. Et on est en discussion avec plein d'autres partenaires. Et dans les contreparties, vous pouvez le voir, il y a des contreparties pour des particuliers qui vont de 5 € à 1 000 €. Il y a aussi des contreparties d'entreprises où on peut organiser pour des entreprises des projections, des avant-premières auprès des collaborateurs, suivies de débats et de conférences autour justement de la question de la place de la femme dans la société. Et ce qui est valable pour le sport est valable d'ailleurs pour tous les sujets. La place de la femme dans l'entreprise aussi. Mais nous, en fait, ce qu'on raconte, c'est que le sport, c'est un outil politique et social extrêmement puissant et qu'on ne mesure pas. Justement en France et dans beaucoup de pays dans le monde. Et c'est ça en fait le vrai combat. C'est pas uniquement que les grands champions, les grandes championnes soient en direct à la télé, vus par des milliards de personnes, ça vous l'aurez au jeu, mais c'est de se rendre compte à quel point le sport est un outil puissant qui permet de rapprocher les peuples, même si je ne vis pas dans le monde des bisounours, qui peut aussi apporter dans le monde dans lequel on vit un semblant de paix et en tout cas de volonté à vivre dans un monde, un monde solidaire et fraternel. Eh bien, nous nous bravo, associons. Mickaël. Voilà, bravo. Et nous nous associons bien évidemment à ce combat. Merci, Mickaël Jérémiaz. Et on suivra l'épopée de Let Me Run et surtout abonder la cagnotte de Mickaël Jérémiaz. On va parler sous, gros sous. Très, très gros sous. Il y a quelques jours, le média américain Sportico a dressé son classement des 50 athlètes les mieux payés de l'histoire. Franck, je vous laisse commenter ce tableau. Alors déjà, ne cherchez pas, vous avez bien regardé, il n'y a aucun Français dans ce tableau, parmi les 30 premiers, aucun Français. Et puis il n'y a aucune femme, sauf une, Serena Williams. Voilà, donc on peut vraiment applaudir avec ses deux mains et ses deux pieds, mais quand même il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, quand on regarde la nature des sports, bon, bien entendu, on a Michael Jordan, mais pourquoi Michael Jordan ? Michael Jordan, c'est la plus grande star de l'histoire du basket, mais pas que. Il a aussi été la plus grande star, pour moi, du marketing, puisqu'il a créé avec Nike la marque Jordan, qui est aujourd'hui numéro 1, toute catégorie. Donc il a non seulement été le meilleur pendant sa carrière, et après sa carrière, il a gagné encore plus d'argent, parce que ce qu'il a gagné avec Nike, personne ne le gagnera. Alors il gagne 1 milliard de plus que son dauphin, Tiger Woods. Alors Tiger Woods, moi c'est ça pour moi la plus grande surprise positive, c'est de voir la bonne place de golfeur. Tiger Woods, on va dire il est plus récent, mais certains Palmer, Arnold Palmer ou d'autres encore un peu plus anciens, ont gagné énormément d'argent au golf. C'était pas évident. Tiger Woods, bon c'est une star mondiale, mais toute catégorie. Il a un peu c'est le Michael Jordan du golf. On peut voir les autres classements. Oui, alors quand on voit Jack Nicklaus, c'est quand même il y a très longtemps, ça fait 40 ans je crois qu'il joue plus, et de le voir quand même 1,6 milliard, ça montre à quel point le golf a vraiment fait gagner beaucoup d'argent. Alors après, le foot, c'est décevant, parce que d'abord, on s'attendait à ce que Messi soit numéro 1, c'est Ronaldo. Ronaldo, exactement, qui gagne, malgré tout, qui a gagné 2 milliards de moins que Michael Jordan. C'est quand même énorme. Donc on se rend compte que le sport roi n'est pas le plus rémunérateur. Ça, c'est vraiment la première analyse. Et par ailleurs, je m'excuse, mais sur le basket, par exemple, la NBA domine, puisqu'il y a 12 joueurs parmi les 30 premiers au classement. Donc c'est le basket quand même qui rapporte le plus d'argent, le golf aussi, parce que avec trois golfeurs mais qui ont tellement gagné. Et alors ce qu'il y a de curieux aussi, c'est en foot, c'est de voir le deuxième. Le deuxième, c'est moi je crois que c'était Messi, ou alors en fait c'est comme il s'appelle notre ami Beckham. C'est Beckham qui est juste derrière Ronaldo. Donc on se dit c'est assez curieux parce que Beckham, il a une belle carrière, mais il n'a jamais été champion du monde. Je me demande s'il a gagné autant de titres que les autres, je pense pas. Mais en termes d'image, lui aussi, il a été le super playboy du monde du football et il a gagné énormément de contrats marketing encore. Il n'y a pas longtemps, on en parlait ici, avec Nespresso et d'autres grandes marques. Vous avez remarqué qui était le premier boxeur ? C'est Mayweather. Floyd Mayweather. Je suis très surpris par ça. Moi, je crois que c'était mon idole absolue du sport, Mike Tyson. Et en fait, non, c'est pas Mike Tyson. Tyson est un peu plus loin. Mais Floyd Mayweather, c'est quand même énorme. Mais parce qu'il a un nombre de victoires aussi phénoménal. Alors, il y en a d'autres qui ont un grand nombre de victoires. Mais moi, je pensais quand même qu'il ne serait pas à ce niveau-là. Il y a 9 sports et 17 nationalités différentes représentées. Quelle est la première nation sur la plus haute marche du podium ? La première, là, je crois que c'est les États-Unis, mais je ne suis pas sûr. Les États-Unis, mais avec quelle proportion ?
70%. Exactement. Voilà. 31 champions sur 50. Mais oui. C'est un... Alors c'est logique, parce que d'abord, le sport pro là-bas, c'est quand même la donne. Il faut connaître le sport américain que j'adore pour voir que même dans les scolaires, ce qu'on appelle, il y a quand même 4000 personnes dans les tribunes. En gros, quand ils font rien à la moitié. Quand ils font du sport, ils le font à fond. Le NBA, c'est pas un vrai championnat, c'est une ligue fermée, donc on fait monter tous les enchères. N'oublions pas que l'économie du sport aux États-Unis n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a en Europe et dans le monde. Merci Franck. Voilà pour ce palmarès. Et honnêtement, Michael Jordan, chapeau. Le dieu des dieux, c'est mérité. Ouais. Franchise Expo, le salon de la franchise se tient ce week-end. De nombreuses marques de sport sont présentes et parmi elles, Elantia, une PME familiale qui compte plus de 60 000 adhérents. Bonjour Thierry Valnet, vous êtes le président d'Elantia. Quel est le concept de votre société qui est bien plus qu'une mise à disposition de salles pour les clients ? Oui, alors c'est avant tout une offre de service pour des personnes qui, quand elles arrivent, ne sont pas ou peu sportives. Et ce qui nous caractérise... C'est le cas de Franck ? Non mais je ne réponds pas. Jamais répondre à la provocation. Et donc, le concept repose sur une prise en charge des personnes, un bilan de forme, avec analyse des masses corporelles, test d'effort, et de tout ça, et des antécédents à la fois sportifs, souvent peu, et de santé, notre coach va développer un programme complètement personnalisé. On n'a pas 2 adhérents qui ont le même programme, et va s'en suivre un suivi individualisé avec un bilan toutes les 6 semaines qui va être fait au travers de données d'entraînement mesurées sur les équipements, puisque nos équipements, qui sont des équipements connectés, mesurent l'activité que réalisent les clients, ce qui permet de faire un bilan avec des vraies données. Comme on dit, un monitoring en fait de la santé des gens. Absolument. Ouais. La grande cause nationale de 2024, c'est le sport et la santé. Ça va servir votre démarche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des concurrents sur cette thématique ? Alors, on n'a pas de concurrent direct dans le sens où on a une offre qui, d'abord, touche l'adhérent dans son écosystème de vie, puisqu'on l'accompagne dans l'activité dans notre salle, évidemment, mais aussi chez lui, en extérieur. Et depuis cette année, on développe le sport au travail, donc en entreprise, et donc on l'accompagne également dans l'entreprise. Donc déjà, en ce sens, on n'a pas de concurrent. Et sur la partie sport-santé, qui donc canalise l'ensemble de notre offre, bien là non plus, on n'a pas de concurrent direct en termes d'enseigne. Le gros sujet lorsqu'on fréquente une salle de sport, c'est d'abandonner très vite. Quelle est votre capacité à la rétention, à la fidélisation ? Parce qu'en fait, on s'en rend bien compte, on est très motivé. Généralement, le 31 décembre, on formule le souhait d'être très en forme et on abandonne dès le premier rallye, on se sauve. Alors, tout notre enjeu est là, justement, parce que ce sont des personnes non sportives, donc nous devons absolument travailler sur la motivation pour éviter les décrochages que vous évitez. Alors, pour ça, on a 2 choses. On a le concept en lui-même, qui est fidélisant, parce que le fait de rencontrer toutes les 6 semaines, pendant une demi-heure, 1 heure, l'adhérent pour faire un bilan, il sait qu'il est suivi, et donc c'est fidélisant. Et puis, on a créé une expérience client où quand le client vient pour la première fois, on lui fait écrire sur un papier un peu formaté pourquoi il vient. Quel est son objectif ? Ça peut être faire du vélo avec mon petit-fils. Je parle de ça parce qu'on a des clubs qui sont intergénérationnels. On a des jeunes jusqu'à des personnes évidemment âgées. Et donc, on les accompagne pour accrocher ce papier sur ce qu'on a appelé un arbre à souhait, qui est un arbre en mousse désactivée fait au mur, entre la salle et le vestiaire, de telle manière que le client va se rappeler à chaque fois qu'il sort du vestiaire ou qu'il rentre au vestiaire, pourquoi il est venu. C'est comme une thérapie en fait, ce que vous faites. Il y a d'autres métiers qui le font, par exemple pour des gens qui ont du poids à perdre, où ils rencontrent des coachs tous les 2-3 semaines, parce qu'en fait, l'investissement de la personne montre que c'est ça qui va l'accrocher finalement à la pratique sportive. C'est uniquement faire du sport pour faire du sport, les gens décrochent beaucoup. Si on comprend derrière qu'il y a un intérêt physique, et que toute la personne va être engagée vers une transformation thérapeutique, ça marche très souvent. C'est pour ça que c'est une très bonne méthode ce que vous faites. Et transformation qui va mesurer toutes les 6 semaines. Exactement. Donc ça maintient la motivation. Le développement de la société passe par une extension du réseau de franchise. Absolument. Pourquoi je serais intéressé par l'éventualité de reprendre une franchise Elantia ? Parce que vous sentiriez investi d'une mission.
d'une mission de santé publique, d'une mission qui vise à permettre aux gens de vivre plus longtemps, en meilleure forme, parce que vous aimez les gens, sinon il ne faut pas prendre Elancia. Ça, c'est la première chose. Alors ça tombe bien, je ne prendrai pas l'ancien. Et puis la deuxième, c'est envie de le concrétiser, en fait. Et puis évidemment, aimer le sport, et puis avoir envie d'entreprendre. Aujourd'hui, combien de franchisés ? On est à 19 salles franchisées. Quel est l'objectif de 2024 ? 2024, on va en signer 8 à peu près. Enfin, en tout cas, on s'est fixé 8. Aujourd'hui, combien de collaborateurs, Elancia ? Si on compte les collaborateurs des franchisés, on doit être à 160 personnes à peu près. Et le chiffre d'affaires ? Là, si on doit globaliser les franchisés, on doit être autour de 20 millions, 17 millions. Il faudrait consolider tous les chiffres. En plus, c'est des chiffres que j'évoque qui sont un peu passés, puisqu'on n'a pas les arrêtés de compte 2023. Enfin, on espère bien entendu que cette dynamique, comme on parle de sport, se continuera dans les prochaines années pour vous. Oui. Thierry Valnette, merci d'être venu Merci à vous. sur ce plateau de Bismart. Franck, c'est la fin de cette émission. Mickaël nous a manqué. Ben oui, on a eu un autre Mickaël tout à l'heure, de remplacement, mais Jérémy-Az, il champion. nous manque le match Il Tapiro manque contre Tapiro. Michael Tapiro. Voilà pour cet épisode de Smart Sport. À très vite sur Bismart.